Le coup de projecteur de l'éclaireur, Pascal Clairotte avec vous, je reçois Myrto Tripati pour discuter de comment le nucléaire va sauver la planète. Myrto Tripati est la présidente de Voix du nucléaire, l'une des deux ONG françaises à aller porter la contradiction sur le terrain factuel au puissant lobby antinucléaire. Lobby antinucléaire qui s'est empressé de la bâillonner puisqu'elle fait aujourd'hui l'objet de poursuites en diffamation de la part de Corinne Lepage suite à un tweet qui, somme toute, n'aurait pas fait de mal à un neutron. Et nous n'allons pas parler que de nucléaire, mais également du GIEC, des COP, du climat, loin des dogmes de la Sainte Église de la climatologie médiatique. Chère Madame Tripati, merci beaucoup de prendre le temps de nous parler. Question stupide, qui êtes-vous ? Eh bien, bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Écoutez, je pense que dans le cadre qui nous occupe, je suis avant tout la présidente et la fondatrice de l'association de citoyens, de bénévoles plus précisément, qui s'appelle Les Voix du nucléaire. Et donc cette association, je peux vous en dire plus d'ores et déjà, je l'ai créée en 2018 et son premier objectif était de faire reconnaître l'énergie nucléaire comme une solution clé de la lutte contre le changement climatique. Et je crois que nous avons rempli ce mandat, et notamment depuis la COP 28 de cette année qui s'est tenue à Dubaï en décembre 2023, puisque pour la première fois, le mot explicitement écrit nucléaire était intégré aux documents décisionnaires finaux de la COP, et le présentait comme une solution absolument nécessaire à l'atteinte des objectifs mondiaux. Et donc c'était tout à fait la raison pour laquelle moi j'avais créé à l'origine les voix. Donc on dit les voix, hein, c'est l'expression consacrée, parce que j'avais travaillé précédemment pendant 3-4 ans sur les différentes COP et notamment sur les accords de Paris. Et j'avais quitté ce milieu pour me mettre bénévole, sans ressources, et me lancer dans la société civile que je ne connaissais absolument pas, et dont je connais absolument pas ni les méthodes ni les codes, parce que le nucléaire était absent et tabou de toutes les discussions climat, de toutes les négociations climat, de tout ce monde-là, et que je comprenais bien, et j'avais vite compris qu'en fait, sans cette technologie majeure, nous ne parviendrions pas à maintenir nos objectifs. Et alors j'allais dire sauver la planète, mais oui, je pense attention, aller aussi loin que ça, presque. Voilà. Attention, présomptueux. Et donc effectivement, donc vous connaissez bien le système des COP, hein, donc de l'intérieur. Hein, vous avez vu comment ça se passait. Vous avez été la conseillère de M. Brice Lalonde, c'est ça, non ? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est pendant ces AT-là où j'ai effectivement épaulé Brice Lalonde au sein d'un organisme qui s'appelle les Nations Unies Global Compact, et qui ont pour objectif de renforcer le lien avec les entreprises et de s'assurer qu'elles contribuent au problème et qu'elles sont responsabilisées. Et donc les entreprises contribuent et sont responsabilisées ? Ah oui, je pense qu'elles le sont assez largement. Elles ont mis un petit... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les COP avant 2015 et les accords de Paris, il n'y avait que des diplomates et ils étaient épaulés par la société civile, les ONG. Et dans ce monde-là, le nucléaire n'avait absolument aucune place. Et en fait, les entreprises sont arrivées à partir de 2015. Et en fait, ce qui, moi, m'a beaucoup choqué à l'époque, c'est qu'on a mis tout le monde autour de la table, ce qui était nécessaire, hein, c'est-à-dire toutes les formes d'industrie et notamment d'énergie et de production d'énergie, puisque c'est 80% des émissions de la planète, hein, la production d'énergie, des émissions de CO2. Et puis tout le monde est autour de la table, y compris le gaz, le charbon, tous ces gens-là. Mais le nucléaire n'était pas invité. Le nucléaire était tabou. Il était hors de question que cette énergie, qui est l'énergie la plus décarbonée en France, en Europe et peut-être dans le monde, soit présente autour de la table des discussions. Et la plus efficace, tant en termes de rendement électrique qu'environnementaux. Et la plus efficace. Donc, et en fait, cette efficacité, effectivement, qu'on traduit plutôt en termes physiques par densité énergétique,
et par rendement énergétique par rapport à l'énergie consommée, hein, puisqu'il faut bien fabriquer les équipements avant que eux-mêmes puissent fabriquer à leur tour, puissent produire à leur tour de l'énergie. Mais en fait, cette efficacité a surtout un impact environnemental. C'est-à-dire qu'elle permet, elle a un impact environnemental très positif, parce qu'en fait, avec très peu, finalement, grâce à cette très grande efficacité, vous arrivez à produire beaucoup. Et en plus de l'énergie bas carbone. Je vais faire un peu l'avocat du diable, mais les COP, elles ne servent pas à grand-chose, somme toute. C'est un peu une escroquerie, non? Non, alors on va pas être complètement d'accord, mais quand même, je finis mon propos sur l'efficacité environnementale du nucléaire, parce que cette densité, excusez-moi, elle a un impact sur l'occupation au sol des équipements, sur la quantité de ressources minières que vous allez exploiter, sur la quantité de matériaux que vous allez utiliser, sur la quantité de déchets que vous allez générer, de pollution que vous allez générer, etc. Et donc c'est très important parce qu'en fait ça fait du nucléaire aussi la forme de production d'énergie la plus vertueuse de toutes les énergies que nous connaissons, y compris renouvelables, du point de vue environnemental, ce qui n'est pas du tout intuitif, ce qui n'est pas du tout quelque chose qui est une information physique, hein, que je vous rapporte là, qui est transmise dans le public. Et si on parle de la surgénération et de Superphénix? Ah oui, alors Superphénix est encore plus vertueux que les générations de réacteurs actuels, oui, vous avez raison. On est encore un cran au-dessus avec Superphénix, des réacteurs actuels qui déjà sont bien plus vertueux que les autres sources d'énergie existantes. Et pourquoi est-ce qu'on a démantelé alors Superphénix, d'après vous? C'est vraiment que de la politique? C'est pour protéger les pétroliers, enfin les fameuses 7 sœurs? Alors, écoutez, moi je n'y étais pas, donc je vais pas m'aventurer sur ce terrain. Par contre, oui, c'était parfaitement politique. Alors après, la politique toujours s'habille de tout un tas d'arguments. Les uns considèrent que c'est trop cher, que c'est trop risqué, que c'est machin. Mais enfin, c'est toujours par rapport à en considération des alternatives. Et en l'occurrence, il n'y avait pas de bonnes raisons et de bonnes justifications à la fermeture de Superphénix, comme on s'en est rapidement rendu compte après coup, et comme on s'en rend compte aujourd'hui, puisque on est en train d'essayer, et on n'y arrivera pas tout à fait, de rattraper le retard perdu par rapport aux autres nations qui, eux, développent ces technologies-là, et par rapport au fait que nous, on essaie de les développer, et que vraiment, si on l'avait fait à l'époque, force est de constater à l'échelle mondiale, hein, enfin française et mondiale, qu'on n'en serait pas là sur la question du changement climatique. On aurait économisé des impacts environnementaux et donc des morts, notamment de la qualité de l'air. On aurait économisé des émissions de gaz à effet de serre, on aurait économisé tout un tas de choses. Bien sûr, vous avez raison, ce qu'on n'aurait pas économisé, c'était la rentabilité de ce qu'on appelle oil and gas, des entreprises pétrole et gaz qui auraient trouvé dans le nucléaire des concurrents directs et qui le trouvent maintenant et qui effectivement, je pense qu'on peut le dire hein, maintenant, ont œuvré de manière extrêmement systématique au fait que le nucléaire n'émerge pas trop et notamment n'émerge pas dans la rhétorique qui était portée au niveau public et au niveau politique. Alors c'est peut-être une supposition de ma part, mais il y a eu un rôle des pétroliers qui est assez documenté aujourd'hui. Mais ce genre d'attitude est parfaitement irrationnel. Alors, c'est assez, ça se dit en une phrase et après, concrètement, c'est évidemment un petit peu plus compliqué en termes de mise en œuvre. Mais l'objectif, c'est vraiment de redonner un petit peu de base factuelle à ce que les gens comprennent de l'énergie nucléaire. En fait, le point de départ, c'est de dire, et c'est le constat que moi j'avais fait dans les COP hein, notamment, et puis dans le processus législatif et réglementaire français, c'était de réaliser que la place des ONG avait une place de plus en plus importante, avait un rôle de plus en plus structurant, d'influence sur l'opinion publique, sur les médias, sur les décisions des politiques et aussi des industriels, et que cette société civile, comme on dit, ces ONG, ces associations,
s'arrogeait un petit peu le rôle de défendre ou d'incarner l'intérêt général. Et pour autant, ils n'étaient pas du tout représentatifs des citoyens et ils n'étaient pas. Personne n'avait voté pour eux ou quoi que ce soit. Et ces ONG étaient et sont encore, hein, c'est les associations de manière générale, ne sont pas un objet qui fait partie du processus démocratique formel. Les ONG dites de plaidoyer ne représentent-elles pas que des intérêts catégoriels? Oui, un peu par définition. Ouais. Bah, disons que ce qui est intéressant dans la question des ONG, c'est qu'effectivement, ces associations portent et défendent des points de vue qui, sans qu'ils aient été portés ni par un parti politique, ni par exemple par un courant religieux ou quelque chose comme ça. Et donc, on a des groupes de gens qui disent, bah là, il y a une thématique qui est importante et que moi, je vais vouloir porter dans le débat. Et typiquement, c'est ce que j'explique souvent aux gens, vous prenez sur la question de l'avortement, vous allez avoir des associations en faveur de l'avortement et des associations contre l'avortement. Donc, on ne peut pas dire que les associations, elles ont qu'un seul point de vue. Par définition, il va y en avoir des deux côtés. La difficulté avec le nucléaire, alors, mais la difficulté avec le nucléaire, voilà, la difficulté avec le nucléaire, c'est que d'abord, ces associations prenaient énormément de poids, qu'elles étaient toutes antinucléaires et que, en plus, elles se cachaient derrière une étiquette environnementale écolo. Et qu'en fait, les gens qui voulant être ayant une conscience environnementale, voulant être écolo et s'attachant à ces thématiques-là, bah, finalement, finissaient par donner leur argent et puis surtout leur attention à des gens qui en fait les nourrissaient d'arguments antinucléaires et qui finalement étaient basés sur pas grand-chose. Donc tout ça pour revenir sur le rôle des voix du nucléaire. Voilà, les voix du nucléaire, du coup, son objectif a été d'équilibrer un petit peu ça et de dire, bah, nous, on va être une association qui, au lieu de raconter n'importe quoi sur le nucléaire, allons essayer de raconter ce qui est, et notamment toutes les bonnes nouvelles qui vont avec et les bénéfices qu'on peut attendre du nucléaire, et puis de sourcer tout ça très factuellement, parce qu'on sait que l'opinion publique aujourd'hui a une vision inverse de ça, et on sait qu'on ne peut pas raconter n'importe quoi, et qu'il va falloir qu'on prouve et qu'on démontre chaque chose et chaque élément qu'on rapporte. Et donc la rigueur a été un élément très très important de construction et de réussite des voix, parce qu'on était dans une situation où on avait le droit de dire que ce qui était purement, strictement factuel et qu'on arrivait à démontrer. Bien sûr. Mais bon, parfait. Et donc, qu'est-ce qui vous arrive là? On m'a dit que vous étiez déféré devant le tribunal. Auriez-vous dit à un certain nombre de ces gens des choses qu'ils n'aiment pas entendre? Alors, effectivement, c'est bien amené. Alors, effectivement, je suis poursuivie en diffamation. Pour accusation, je suis accusée de diffamation, excusez-moi. La 17e chambre? C'est ça, la 7e chambre, par l'ancienne ministre de l'Environnement et avocate Corinne Lepage, pour un tweet que j'ai écrit alors un soir tard, le 15 avril 2021, pour être exact, et qui exprime l'opinion que j'ai, la responsabilité que j'accorde, que je fais porter au mouvement antinucléaire mondial dans le réchauffement climatique, la pollution de l'air, la précarité énergétique des populations, qui tout ensemble, en tout cas de mon point de vue, entraînent et entraîneront des millions de morts. Mais qu'avez-vous précisément écrit? Parce qu'on ne se prend pas un procès en diffamation sans en tout cas nommer une personne. Alors précisément, donc j'ai écrit en anglais d'abord. Donc voilà, ce qui n'est pas du tout l'audience a priori de Madame Lepage. Mais donc j'écris, alors de mémoire, hein, le mur de la honte. Regardez comment. Non mais du coup je ne veux pas vous dire de bêtises. Attendez, je vais le retrouver, hein, tant qu'à faire. Voilà, voyez comment. Alors donc c'est la traduction en français, hein, que je vous livre.
Le mur de la honte, voyez comment des millions de personnes vont mourir à cause de quelques-uns qui placent leur haine du nucléaire et leurs gains personnels avant vos vies. Chaque pays a les siens. Et là, je cite en France, Corinne Lepage, Yves Marignac, Miklo Schneider, Michel Rivesi, Pascal Canfin, Barbara Pompili. Voilà. Et en fait, il y a un contexte quand même, c'est qu'en fait, je réagis à un tweet qui est fait par... c'est un tweet qui fait partie d'un fil Twitter. Alors, je ne sais pas si vos auditeurs sont familiers avec Twitter, mais effectivement, vous pouvez avoir plusieurs tweets d'affilée qui constituent un récit en lui-même. Et en fait, ce fil Twitter commente en direct un webinar dans lequel s'expriment plusieurs figures du mouvement antinucléaire européen. Et en fait, je réagis précisément à l'intérieur de ce fil à un tweet qui rapporte les propos de quelqu'un qui s'appelle Claude Turnès, qui est un luxembourgeois, et je pense que ces propos-là, d'ailleurs, en eux-mêmes, auraient probablement mérité accusation de diffamation, je suppose, où il qualifie le Centre commun de recherche de la Commission européenne, qui est le service de la Commission qui est chargée de la science, de la connaissance et de la recherche, et il qualifie ce centre de biaisé, non scientifique et d'organisation industrielle pro-nucléaire parce que la Commission européenne et ce centre-là auraient argumenté, preuves, faits et papiers de recherche à l'appui que le nucléaire pouvait rentrer dans la liste des technologies durables sur lesquelles s'appuyer pour accompagner la transition énergétique. Et donc, la personne en question raconte des horreurs sur le centre de recherche et de sciences de la Commission européenne parce qu'ils ont eu l'outrecuidance de rapporter factuellement des propos favorables au nucléaire. Feriez-vous l'objet d'une procédure Bayon ? Alors, c'est pas à moi de le dire, mais je pense que si on prend tous les éléments ensemble, ça ressemble quand même fort à de l'intimidation, puisque ce procès s'est tenu alors que je faisais mes premiers passages, mes tout premiers passages télévision. J'avais très peu d'abonnés sur Twitter. Ce tweet lui-même que j'ai fait a récolté extrêmement peu de réactions, a été très peu vu. Il était en anglais, enfin... Voilà, et effectivement, en face, on a quelqu'un qui est une personnalité publique, reconnue, écoutée, qui a une audience large et qui peut en avoir une, en tout cas beaucoup plus facilement que moi, et qui en plus est une professionnelle du droit et qui a, dont le cabinet a historiquement, et c'est encore une fois, c'est une notoriété, était très très impliqué dans la lutte contre les intérêts nucléaires français. Sur les 20-30 dernières années. Quand on parle d'antinucléaire, il existe également des intérêts nationaux, ceux de l'Allemagne par exemple, ou bien ceux des États-Unis qui depuis longtemps essaient d'évincer la France de ce marché, d'où notamment l'affaire Areva. Alors, oui, alors les échéances de temps sont peut-être pas aussi longues parce que l'Allemagne a été un grand pays nucléaire lui-même. Toujours un peu honteux, frileux de l'admettre, mais ça a été un grand pays nucléaire avec des technologies nucléaires extrêmement avancées, avec un parc, avec une industrie, tout ça. Par contre, effectivement, ils ont toujours eu un très très fort courant anti-nucléaire, beaucoup plus fort, enfin, quoique quasi aussi fort que chez nous, mais en tout cas qui a fini par gagner. Je me souviens, étant gamin de la fin des années 70, tout venait d'Allemagne. Oui, alors ils sont très très ils ont toujours été très très anti-nucléaires et ils ont surtout beaucoup plus que nous parce que finalement comment dire, ils ont peut-être plus que nous cherché à exporter leur antinucléarisme. C'est-à-dire là où il y avait une différence, parce que nous on avait des mouvements antinucléaires extrêmement forts aussi, c'est que non seulement ils ont attaqué leur propre parc, mais ils ont aussi cherché à convaincre les populations et les politiques de leurs voisins limitrophes d'arrêter leur nucléaire. Ils sont allés jusqu'à plus au-delà de simplement essayer de convaincre, puisqu'ils ont aussi mené des procédures pénales, judiciaires, etc., à l'encontre des centrales de proximité de la frontière. Donc oui, les Allemands pèsent et ont pesé, ils pèsent encore énormément sur la Commission européenne, pèsent encore énormément sur la réglementation dans ce domaine. La Commission européenne, c'est l'Allemagne. Il y a un plus grand monde en France. Quand on voit Madame Pannier-Runacher, qu'on nous présente comme la personne qui a réussi à obtenir un accord de haute lutte.
Alors oui, effectivement, Agnès Pannier-Runacher, elle a fait un travail remarquable les quelques années où elle a été ministre de l'énergie. Oui, elle a fait, non, elle a vraiment œuvré. Non, elle a vraiment œuvré très, très activement. Après, elle a œuvré à son niveau et sur son périmètre en tant que ministre français. Donc, l'Europe, c'est effectivement plus large que ça. Et puis que sur ces dernières années. Donc, elle a fait un travail remarquable, mais c'est vraiment le travail et la conjonction du travail de beaucoup de gens. Un principe de réalité parce qu'il y a eu la conjonction de beaucoup d'événements géopolitiques, économiques, environnementaux sont venus s'ajouter. Mais oui, ceux qui ont vraiment aidé à soutenir le nucléaire sur le continent européen, il y a quand même eu la France, il faut le dire, il y a eu l'Angleterre, tout le temps où, enfin la Grande-Bretagne, tout le temps où elle a été encore au sein de l'Union, a été un pays très favorable au maintien du nucléaire et à la défense du nucléaire en Europe. Et puis les pays de l'Est. Les pays de l'Est, la Tchéquie, la Hongrie, la Pologne, même la Pologne qui n'a pas de nucléaire. Voilà, ils n'ont pas encore de nucléaire sur leur territoire et pour autant, ils ont suffisamment de charbon et suffisamment d'esprit rationnel, j'ai envie de dire, pour comprendre que le nucléaire est important pour eux et qu'il faut absolument qu'ils l'intègrent à leur portefeuille de solutions. Nos amis polonais viennent de passer un deal avec Westinghouse. Westinghouse, ouais, effectivement, aujourd'hui, ils sont en train de regarder alors Westinghouse, General Electric aussi, mais aussi pourquoi pas l'EPR, hein, qui fait aussi partie des technologies en évaluation. On va voir. Mais c'est très géopolitique aujourd'hui, depuis le départ de la guerre en Ukraine, les critères d'évaluation des réacteurs se sont étendus à d'autres considérations. Le gaz et le nucléaire, fallait surtout pas y toucher. Hein. Les gens qui se sont tout de même un petit peu amusés à provoquer cette guerre pour pouvoir prendre des sanctions risquent de le payer électoralement extrêmement cher. On l'a vu aux Pays-Bas, en Italie, en Pologne, en Slovaquie. Mais pour passer à un autre sujet, comment voyez-vous, vous, la voiture électrique ? Vous faites des grands sauts. Oui, alors, écoutez, non, la voiture électrique, elle a une empreinte carbone qui est nettement favorable, ça c'est sûr. Non, pas la fabrication, non. Quelle que soit la voiture. Ah si, ça a quand même été assez largement calculé. Bien sûr. Donc, à capacité équivalente, à voiture équivalente, vous passez du thermique à l'électrique, votre empreinte carbone et votre empreinte sanitaire est bien meilleure. Ça, aucun doute là-dessus. Après, moi, je vais vous dire ce que je regrette par rapport à la voiture électrique. Mon propos, il est extrêmement simple. Il est qu'en fait, il encourage les gens à continuer à utiliser la voiture quand ils pourraient utiliser autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on peut toujours se passer de la voiture, c'est pas ce que j'ai dit, mais quand c'est possible de le faire, il y a une habitude, une mentalité, mais ça implique mes parents, hein, par exemple, hein, donc je suis pas en train de faire de la chasse aux sorcières, qui ont l'habitude beaucoup d'utiliser la voiture. Et la voiture, quelle que soit la voiture et quel que soit son mode de motorisation ou l'énergie sur laquelle elle s'appuie pour avancer, ça reste 2 tonnes d'acier que vous trimballez pour trimballer quelqu'un qui va faire entre 60 et 90 kilos. Enfin, donc voilà. De toute façon, le principe même de la voiture devrait être de plus en plus réservée à des usages où l'alternative est très difficile à mettre en place. Voilà. Et donc mon problème avec la voiture électrique, c'est que du coup, il y a plein de gens qui se sentent encouragés ou dédouanés à utiliser la voiture quand ils pourraient faire autrement, à l'utiliser. Et ça, c'est dommage. Après, moi, je vous parle en termes d'empreinte carbone. Après, c'est vrai aussi qu'en termes économiques, il faudrait faire un calcul. En termes de consommation de matériaux stratégiques et de matériaux de ressources naturelles et métalliques, etc., ça va être un vrai sujet. La question des batteries. En termes de pollution, il va falloir impérativement avoir des filières extrêmement rigoureuses de recyclage des batteries. Si, il y en a, mais il faut accompagner
la production de la circularité. Alors, on fait plus que ce qu'on aurait fait il y a quelques années, c'est un peu plus dans la culture et dans la réglementation aussi, mais il va vraiment falloir le faire beaucoup plus. Et de toute façon, on ne pourra pas, la quantité disponible de matériaux ne permettra pas qu'on remplace un pour un les voitures thermiques avec des voitures électriques. Alors, en tout cas, pas un pour un. De toute façon, il va falloir réduire l'usage de la voiture. Oula, vous allez encore vous faire beaucoup d'amis, vous. Hein. Voilà. Oui, mais je suis pas en train de dire qu'il faut l'annuler. Je suis pas en train de dire qu'il faut l'annuler parce que j'ai bien conscience qu'il y a plein de cas ou de situations où c'est extrêmement difficile et où c'est pas possible de le faire. Mais au moins que la voiture soit réservée à ces gens-là. Enfin, c'est aussi simple que non, ça. parce que dans l'absolu, et pour continuer à faire l'avocat du diable, n'y a-t-il pas quelque chose de parfaitement absurde à remplacer une dépendance carbone pas renouvelable avec une dépendance minérale encore moins renouvelable? Moi, non, j'irai pas jusqu'à dire moins en plus, mais elle est extrêmement. C'est une donnée extrêmement importante qui est peu débattue en ce moment. Après, non, le problème de l'empreinte carbone par rapport à la consommation des ressources métalliques à laquelle vous faites référence, c'est que l'empreinte carbone, elle a des effets en cascade sur tout le reste et sur tout le monde et pour longtemps. L'empreinte minérale n'est pas neutre. Ben non, l'empreinte minérale, vous allez en manquer, c'est tout. Et alors à un moment, vous n'allez pas en avoir. Donc à un moment, vous aurez plus ce qu'il vous faut de cuivre, de lithium, de ce que vous voulez pour faire tourner le mode de vie auquel on s'est habitué avec des téléphones, avec des écrans, avec des batteries, etc. Donc, non, mais donc on va être privé. On va être privé de certaines choses dont on préférait ne pas être privé. Voilà. Et c'est ça ce qui va arriver. Par contre, l'empreinte carbone, les émissions de gaz à effet de serre, là, ça va entraîner des effets sur notre capacité à nous nourrir, notre capacité à nous refroidir ou à nous réchauffer selon les cas, l'accessibilité à l'eau potable dans certaines régions, etc. etc. Donc oui, les conséquences de l'empreinte carbone sont bien supérieures et sont bien plus fondamentale puisqu'elle touche à la subsistance, elle touche pas au confort, à la matérialité de nos vies, elle touche à nos subsistances même, à notre subsistance. Alors là, je vais un petit peu vous provoquer puisque nous avons eu la chance d'interviewer la très grande climatologue Judith Curry qui nous dit très clairement que on ne connaît pas aujourd'hui l'impact des émissions de CO2 sur la variabilité naturelle du climat. Alors, je pense que ce qu'elle a voulu dire, c'est qu'on ne comprend pas encore parfaitement l'ensemble de ces mécanismes. On n'est pas parfaitement capable et des liens parfaitement linéaires de cause à effet. C'est pour ça que, par exemple, quand vous avez un événement climatique extrême, aujourd'hui, les climatologues vont toujours être prudents quand on va leur dire « Ah, est-ce que cette tornade ou cette vague de froid est le résultat du changement climatique ?» C'est toujours difficile. Non, mais c'est surtout que c'est toujours difficile d'affirmer que la seule cause, c'est celle-là, parce qu'il y a eu, parce que ça arrive qu'il y ait des conjonctions de phénomènes dans l'histoire climatique qui aient amené des cas comme ça à se produire. Voilà. Donc, c'est juste la prudence naturelle des scientifiques. Maintenant, ce qu'on sait très bien, c'est que il y a un réchauffement, un changement climatique et qui va plutôt dans le sens du réchauffement de la planète due à une accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et que cette accumulation de gaz à effet de serre, elle est due à nos activités humaines et notamment à 80% à notre consommation énergétique. Je vais être pénible. Tous les scientifiques sérieux, c'est-à-dire ceux qui font de la science et rien que de la science et pas du militantisme, nous disent que si on sait effectivement que l'activité humaine, l'émission de CO2 et de gaz à effet de serre va avoir un impact sur la température du globe, on ne sait absolument pas quelle est la mesure de cet impact et on ne sait pas non plus si la réduction des émissions va permettre de faire baisser la température. Et beaucoup d'ailleurs nous le disent en off pour ne pas se faire ostraciser. Non, alors, enfin, en tout cas, je vais me permettre, et je vais insister là-dessus d'être en désaccord. C'est-à-dire que personne ne doute
du fait que ce changement climatique est en train de s'opérer à cause des gaz à effet de serre que nos activités humaines envoient dans l'atmosphère. Il n'y a aucun doute là-dessus. Après, là où il y a des débats, où il y a des recherches et où on va affiner progressivement les modèles et on va comprendre de plus en plus comment ça marche, parce que c'est effectivement complexe, c'est à quelle vitesse, dans quelle mesure, quels sont les impacts précis, qu'est-ce qui va se déclencher en premier, à quel point est-ce que les puits carbone, c'est-à-dire l'océan, la végétation, vont absorber les choses, à quel point nous, on va être capable de changer nos modes pour s'adapter mieux, pour éviter plus, etc. Voilà, il y a énormément de questions encore ouvertes, mais la grande tendance de fond, la lame de fond qui est le changement climatique, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Le gros problème avec le GIEC, c'est qu'il a tout de même reçu mandat depuis le début de ne démontrer qu'une chose, c'est que c'était l'homme qui était responsable du réchauffement climatique. Ce qui pose problème. Oui, oui. Ah non, mais je vous donne la réponse. La réponse est oui. Le changement climatique doit être imputé à l'activité humaine parce que c'est l'activité humaine qui est responsable du changement climatique. Oh, la jolie référence circulaire. Non, et parce qu'elle l'est, parce qu'il l'est, c'est tout. On doit l'imputer parce que sinon on ment. Le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, qui est un mix, qui a deux autorités. Il a une double autorité, qui est d'un côté les Nations Unies et de l'autre côté l'Organisation météorologique mondiale. Donc le GIEC, il a pour responsabilité régulièrement de recueillir tous les travaux de recherche qui sont réalisés sur la planète de manière exhaustive et de faire une synthèse de tous ces travaux de recherche-là. Donc, c'est même pas lui qui fait. Il récolte tous les travaux de recherche qui sont faits partout sur la planète, par tous les scientifiques de la planète, de tous les pays, de toutes les obédiences, de tous les courants, de toutes les cultures, etc., etc. Donc, non, mais justement, je pense que moi, nous savons précisément, mais ça, on le sait. Attendez, laissez-moi finir. Non, mais vous me laissez pas finir mon propos. Alors, donc, le GIEC, c'est lui qui, ayant fait cette synthèse de tous les travaux, a fini par conclure en regardant tous les travaux, y compris ceux qui portaient la thèse qui est la vôtre, qui sont inclus dans cette synthèse, en tout cas qui disent que c'est pas les activités humaines qui sont la cause du changement climatique. Ces thèses-là sont inclus, ces papiers-là de recherche sont inclus dans l'ensemble des papiers de recherche qui sont évalués. Et en fait, la conclusion de tous ces éléments qui viennent de partout sur la planète, de gens très très différents, qui sont tous dans des contextes différents, qui sont payés par des gens différents, dans des cultures et des contextes socio-économiques différents, tous ces trucs-là, une fois qu'on fait la synthèse et qu'on fait le résumé, on se rend compte que la conclusion, elle est extrêmement claire, elle est que les activités humaines sont responsables du changement climatique. Après, c'est pour ça que ça débat ensuite et ça continue de débattre de à quel point, où exactement, quelles sont les conséquences précises, comment est-ce que il y a des effets qui se créent, etc. Et c'est là que vous avez tous les papiers de recherche qui sont pas forcément alignés sur les détails, sur la manière. Mais sur la thèse de fond, ils sont très alignés. Après, les COP, non mais je vais quand même insister, je vais vous quand même dire, les COP, elles ont un rôle complètement différent. C'est-à-dire que la COP, à aucun moment, ne se prononce sur ça. En ce qui concerne le GIEC, la question se pose réellement aujourd'hui, quand on voit que la plupart de ceux qui parlent sont des sociologues, par exemple. Et les COP sont des raourts onusiens où on vient en jet privé. Et puis les COP, à l'origine, le sommet de la Terre, c'était quand même Maurice Strong, qui était un pétrolier lui-même, et puis Gro Harlem Brundtland, futur Premier ministre du 5e pays exportateur d'hydrocarbures au monde. Donc il y a des intérêts économiques monstrueux derrière tout cela. Oui, mais attendez. Vous allez me laisser le temps de répondre à vos questions. Alors, les intérêts économiques monstrueux dont vous parliez, qui sont réels, ils datent des 15, 20 au max, mais plutôt 15 dernières années. Par contre, les COP dont vous parlez, et les sommets de la Terre, etc., ils datent plutôt des 40 dernières années.
Il date plutôt des 40 dernières années. Ces intérêts sont bien réels et ils viennent de loin. Mais non, mais ça, c'est parce que vous créez un lien qui, franchement, vous appartient, qui est des intérêts économiques, je peux bien le croire. Traitez-moi tout de suite de complotiste. Non, mais des intérêts économiques, il y en a, mais il y en a vraiment qui partent dans tous les sens. C'est-à-dire, et il y en a même qui partent dans des sens très contradictoires entre eux. Donc, c'est difficile de leur imputer un même objectif. Après, vous ne pouvez pas dire qu'ensemble, ces intérêts économiques, ils conduisent à, puisqu'en fait, il y en a qui poussent dans des sens extrêmement différents et se contredisent entre eux et s'opposent entre eux avec des intérêts opposés. Donc, et ces intérêts économiques, une fois encore, sont bien réels. Vous n'allez pas me dire que Greta Thunberg a été sortie du chapeau, enfin du bonnet. Alors, c'est pareil. Là, il faut dire les choses différemment. C'est-à-dire que quand on dit est-ce que c'est la faute des gens, est-ce que c'est pas la faute des gens, c'est la faute des gens parce que factuellement, c'est le résultat de leurs actions et de leurs choix qui conduisent au problème. Ça n'est pas la faute des gens dans le sens où tant que vous ne leur avez pas proposé et qu'ils n'ont pas la capacité, la possibilité, que ce soit la capacité financière, que ce soit la capacité physique, que ce soit la mise à disposition, ce que vous voulez, de trouver une solution de substitution, eh ben, c'est pas leur faute s'ils continuent à utiliser celle-là. Vous ne pouvez pas blâmer les gens de continuer à vivre, par exemple, à prendre leur voiture quand ils n'ont pas le choix. Tu ne peux pas les blâmer. Alors, que les gens, ils en aient ras-le-bol, ça, je veux bien l'entendre. Que ces discours-là commencent à devenir inaudibles, j'en suis de plus en plus consciente. Oui. Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Qu'on est en train on est en train de faire en sorte que les gens se détournent de principes qu'on a durement gagnés, enfin que l'humanisme, la démocratie, les valeurs qui sont notamment les nôtres en France ont durement gagné. Et en fait, on est en train de faire se détourner les gens de ces valeurs-là. Et ça vaut pour l'écologie, ça vaut pour le féminisme, ça vaut pour l'intégration et la diversité, ça vaut pour toutes ces valeurs-là qui, pour moi, sont des valeurs extrêmement importantes que je porte depuis très longtemps. Et aujourd'hui, je vois bien qu'on est en train de les caricaturer à tel point, de les instrumentaliser parfois, de créer une ambiance un peu culpabilisante, un peu, voilà, qui font que du coup, il y a plein de gens qui entendaient bien que ces valeurs-là étaient des valeurs de progrès humain et finalement commencent à s'en détourner parce qu'on a l'impression que ça devient n'importe quoi. On se rend compte quand même des discours que tiennent les activistes du climat qu'il est extrêmement difficile de pouvoir discuter avec un de ces activistes comme nous le faisons maintenant. Alors, je pense qu'effectivement, on n'en parle pas bien. Je pense qu'il y a une dérive, effectivement, du côté des ONG, pas toutes, et j'espère pas la mienne, mais on n'est jamais à l'abri. On a toujours le risque, un peu dans le discours, de dire, nous on sait, et puis nous on est le bien, on incarne le bien, et puis avoir un petit peu ce discours de société de la défiance, où on désigne des catégories entières de population sans les connaître, en faisant des grands tout et en disant ceux-là c'est les méchants et nous on est les gentils. Voilà, donc ça je comprends, c'est insupportable. Moi-même c'est quelque chose, c'est probablement la plainte majeure que j'ai à exprimer vis-à-vis des ONG, on va dire l'écologie politique traditionnelle et les ONG environnementales traditionnelles. Ça je trouve ça parfaitement insupportable. Après, c'est pas pour ça qu'il faut discréditer le fond de la cause. C'est-à-dire, et je reviens par exemple sur les histoires de féminisme, etc. C'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a quelques discours et prises de position extrêmes qui conduisent à des comportements extrêmes que par ailleurs, vouloir se féliciter d'une certaine égalité homme-femme, de droits, de devoirs, d'accès à l'autonomie, à l'indépendance, de la décision, etc., c'est quelque chose dont il faille qu'on se détourne aussi. C'est pas parce qu'on trouve qu'il y a des excès dans un domaine ou dans un autre que du coup il faut jeter l'eau, il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc d'accord, dans les discours écologistes, des fois il y a des excès, des abus de langage et des abus
de positions d'autorité ou que sais-je, qui font que ça énerve les gens qui en sont les destinataires, et ça j'entends très bien. Maintenant, c'est pas pour ça que ça conduit à dire ah bah, le changement climatique n'est pas d'origine humaine, parce qu'en fait on en a tellement marre qu'on nous le dise que du coup on va décider que c'est faux. Bah non. Dans la cacophonie ambiante, comment est-ce que vous, les voix du nucléaire, arrivez à vous faire entendre? Déjà, Madame Lepage, elle va nous aider. C'est un travail de longue haleine, c'est pas évident, c'est beaucoup de temps. C'est pas juste ah tiens vous avez de la chance, on vous tend le micro. C'est il faut aller le chercher, il faut s'en montrer digne entre guillemets, j'ai envie de dire. Enfin il faut travailler quoi. Je veux dire c'est vraiment c'est pas juste tiens j'ai envie de parler, je voudrais que les gens m'écoutent. Non parce que on a tous fait le test un jour dans notre vie. C'est pas s'installer au coin d'une rue et se mettre à parler qui font que tout à coup on va se faire entendre. Donc il y a un travail, un vrai travail de longue haleine. Il faut se dédier à cette question. Il faut aller dans les cénacles et les cercles où qui sont faits, hein, qui ont été créés démocratiquement. La démocratie a créé des véhicules d'expression pour les gens. Il faut y aller, pas se décourager. Il faut chercher à avoir des idées nouvelles. Il faut chercher à apporter de la valeur, apporter des réponses aux questions que les gens ont, en exprimant quelque chose différemment, en exprimant quelque chose mieux, en exprimant quelque chose qui d'habitude ne l'est pas, en faisant connaître des choses. Il faut apporter de la valeur ajoutée. Et quand vous arrivez à ça, et de manière suffisamment systématique dans la durée, et vous le savez, hein, vous le savez très bien au rôle où vous êtes, à la position où vous êtes, et ben peut-être que vous allez réussir à attirer l'attention des gens et l'intérêt des gens parce que vous ferez ça à un moment où le sujet dont vous parlez, euh, quand vous êtes un journaliste, vous allez récolter une information, la reproduire et après l'audience que vous avez va dépendre de la qualité, l'originalité de l'information que vous arriverez à fournir dans le temps, dans la durée. Et vous allez augmenter vos nombres d'abonnés et les gens qui vous écoutent et tout ça, et c'est très bien. Nous ne sommes pas une ONG et c'est pas forcément évident pour nous, journalistes, de se faire entendre. Hein. Alors comment vous faites? Alors c'est un peu ce que je disais, c'est que déjà on essaie d'être très rigoureux dans ce qu'on dit et de s'assurer que ce qu'on dit est vrai. Donc les gens peuvent lui faire Les réseaux confiance. sociaux sont pratiques pour cela. Alors déjà, effectivement, les réseaux sociaux, c'est un peu l'outil de communication du pauvre, hein, c'est-à-dire Twitter, LinkedIn, Facebook, tous ces trucs-là. À l'origine, c'était Facebook, et puis petit à petit, on s'est ouvert sur d'autres réseaux. Alors, il y en a qu'on maîtrise pas et sur lesquels on n'est pas, qui sont Instagram, TikTok, des trucs comme ça. Mais donc, les réseaux sociaux, c'est un vrai sujet, mais ça veut pas dire qu'il faut pas travailler son contenu. Après, ça nous est arrivé de faire des petites manifs dans la rue. Alors au début, on avait 3-4 trucs, on n'avait rien. Et puis petit à petit, on a commencé à accumuler un petit peu de stock. On a fait des panneaux qu'on a fait nous-mêmes. On a acheté une banderole par-ci. On a acheté un déguisement par-là, etc. On a appelé des journalistes en leur disant venez nous voir, venez voir comment on fait nos trucs. Alors petit à petit, on a un qui est venu, et puis un autre, et puis deux la fois suivante, etc. Donc il y a ça, petit à petit, vous allez voir les gens qui, eux, ont déjà une notoriété. Vous leur dites, ah, regardez, est-ce que vous voudriez pas, avec votre notoriété, parler de nous et peut-être qu'on gagnera un petit peu de suivi. Donc ça arrivé une ou deux fois aussi. Et puis une fois, deux fois, vous allez être invité par un journaliste comme vous, auquel il faut répondre impérativement. Il faut donner de son temps, il faut partager sa connaissance et ses convictions. Et puis respecter tout le monde. Et puis je pense que donc ça c'est sur les méthodes et les outils petit à petit qui croissent, mais ça prend beaucoup de temps. Moi, ça a pris 6 ans. Et puis je pense que sur la forme, c'est d'abord essentiel de toujours être respectueux de toutes les opinions. C'est essentiel d'être rigoureux. Enfin, moi je trouve, hein, en tout cas c'est une éthique personnelle que je me suis donnée, c'est de m'assurer que ce que je raconte est vrai et que si c'est une opinion, je dis que c'est une opinion et si c'est un fait, je dis que c'est un fait et je m'assure que c'en est vraiment un. Et puis j'essaye de dire les choses simplement. Alors j'y arrive pas toujours, mais Vous travaillez avec l'ONG de Bernard Accoyer? Qui s'appelle Patrimoine nucléaire et climat. Non, alors on travaille pas ensemble et lui n'est pas dans mon association et moi je ne suis pas dans la sienne. Quoique je suis peut-être adhérente parce que par ailleurs, je trouve que ce qu'ils disent et ce qu'ils font, c'est très bien.
et qu'il faut plusieurs ONG qui travaillent chacune avec leur manière de dire les choses, de les faire, leur, leurs canaux, leur audience. Voilà, chacun fait les choses un petit peu différemment et c'est très bien parce qu'il y a tellement de boulot et il y a tellement de personnes à toucher qui sont sensibles à des modes de communication différents que le plus il y a de gens comme nous, et ben le mieux on se porte. Donc on n'est pas, on travaille pas l'un pour l'autre, mais on s'entend bien, on se connaît, on regarde ce que l'autre fait, on s'encourage, on se renvoie des gens, on se renvoie des informations, oui. Bon, vos financements, c'est la CIA ou c'est le KGB? Ah là là. Ouais, bah écoutez, je vais me mettre à y penser parce qu'en fait, non, en fait, on fait partie peut-être des très très rares associations, en tout cas dans ce domaine-là, dans le domaine de l'environnement, qui ne sommes pas nés, bah, en tout cas qui ne sommes pas nés à l'extérieur. C'est-à-dire que des gens comme, en particulier les très grandes, hein, comme Greenpeace, WWF, les Amis de la Terre, Sortir du nucléaire, tous ces gens-là sont nés de mouvements étrangers ou ont été financés de l'extérieur. Et en général, c'est souvent États-Unis, Angleterre, Allemagne, qui sont des cultures, ils ont des organisations politiques et culturelles qui font que c'est dans la culture de financer ce genre de choses. Et de financer ce genre de choses en plus à l'étranger, chez les autres. Il y a aussi beaucoup de défiscalisation. Hein. Ouais, alors il y a des politiques fiscales qui aident, etc. Et c'est vrai que nous, en France, oui, mais enfin, nous aussi, en France, on a des politiques fiscales qui aident les associations, mais on n'a pas forcément la culture de l'association qui a un rôle politique. Et on va pas aller financer, ou pas autant en tout cas. Alors, et puis je sais pas, d'ailleurs, je veux pas m'avancer parce que je sais pas bien, mais j'ai l'impression qu'on a un peu moins aussi la culture de financer des associations pour aller faire de l'influence à l'extérieur de nos frontières. Et donc, du coup, tout ça pour dire que nous, notre financement, d'abord, il vient pas de l'extérieur, mais en fait, il est même quasi inexistant. C'est-à-dire que, en fait, parce qu'en fait, ceux qui financent les voix, c'est les membres qui travaillent gratuitement, et notamment moi. Et donc, en fait, on finance par le salaire qu'on accepte de ne pas recevoir. Et en fait, c'est énorme parce que c'est comme si vous aviez, enfin, vous prenez le salaire d'une personne, le mien, par exemple, et vous dites qu'en fait, c'est moi qui le paye. Donc, en fait, en acceptant de ne pas recevoir de salaire, c'est ça, le financement de l'association. Ah oui, je me doute, je me doute. Donc, en fait, on a un petit financement qui nous vient de l'industrie nucléaire, mais assez petit, qui ne suffit pas à couvrir un seul salaire. Donc, du coup, on n'a pas de salariés et du coup, ça nous sert à servir des frais. Et donc, en fait, ça couvre nos frais depuis les 3 dernières années. Avant, ça venait de notre poche. Et depuis les 3 dernières années, ça ne vient plus de notre poche quand on prend un transport, quand on organise une réunion, quand on fait une manif, etc. Désormais, désormais, on arrive à payer ça sur l'argent de l'association. Par contre, nous, on continue à travailler gratuitement. Donc, s'il y avait que cet argent de l'industrie, il se passerait rien. Ouais. Donc, c'est pas un financement, c'est vraiment, ça couvre les frais, quoi. Et puis, en plus, ça fait que 3 ans qu'il est là sur les 6 années d'existence. Donc, c'est compliqué le financement des ONG de plaidoyer, surtout si on veut rester indépendant. Hein. Alors après, je sais pas. Je pense que ça dépend aussi des cultures, des machins. Je pense que ça dépend des boîtes, ça dépend des. Mais honnêtement, des fois, enfin, vous avez des organisations alors, de réputation. Je veux dire, par exemple, des gens comme la fondation Bill et Melinda Gates ou les grandes fondations comme ça américaines, mais notamment celle-là. Typiquement, quand vous recevez une dotation, alors moi ça m'est jamais arrivé, hein, mais ce que je comprends, c'est que quand vous recevez une dotation, vous avez presque besoin d'avoir déjà des salariés qui sont là, rien que pour faire le suivi de la dépense, pour faire les rapports, les comptes rendus, les machins. Donc il y a un contrôle extrêmement précis de ce que vous faites. Et en fait, vous vous engagez de manière, avant de recevoir, vous vous engagez sur un programme très précis. Et après, vous faites la preuve que vous avez suivi précisément le programme sur lequel vous êtes engagé. Et donc ça, c'est à vous de effectivement coller à ce que sont les valeurs, les objectifs de la fondation.
Voilà. À côté de ça, vous en avez d'autres qui vous demandent très peu de retour, qui vous font confiance, qui disent bah de toute façon on apprécie ce que vous faites, c'est pour ça qu'on vous donne de l'argent. Et puis après, vous avez assez peu à vous justifier de ce que vous avez fait, comment quoi. Mais bon, encore une fois, moi, j'ai jamais reçu grand-chose. Même les associations, il y a des mécanismes de gouvernance internes à l'association et des mécanismes aussi fiscaux et réglementaires qui vous imposent de faire des rapports financiers, de détailler quelles ont été vos dépenses de l'année, etc., etc. Vous avez un expert comptable, vous avez des assemblées générales où vous devez des comptes à vos adhérents, à votre conseil d'administration, etc. Donc c'est pas si facile qu'on voudrait de faire n'importe quoi. Madame Tripati, merci beaucoup.